Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, la présentation que nous allons partager aujourd'hui avec vous est intitulée Dynamique socio-sécuritaire induite par l'arrivée des demandeurs d'asile dans les régions du Bunkani et du Djologo, ainsi que les réponses communautaires développées par les populations d'accueil. Alors, qu'est-ce qui a justifié cette étude? C'est en premier lieu la multiplication des attaques et le climat d'insécurité dans le sud du Burkina Faso. Déjà en janvier 2022, le sud du Burkina Faso a été l'objet d'attaques de groupes armés dans un certain nombre de localités. Et dans ces mêmes localités, en mars 2022, il y a eu plusieurs offensives des volontaires pour la défense de la patrie, euh, en abrégé VDP, contre les groupes armés qui avaient justement attaqué les localités dans le sud du Burkina. Et ensuite, après cette offensive des VDP, il y a également eu une sorte de riposte de ces groupes extrémistes violents contre les positions des FDS et les populations civiles qu'elles ont accusées de complicité. Et malheureusement, euh, au fil du temps, ces populations qui pensaient avoir pris et fait cause pour les VDP ont été l'objet d'enrôlement forcé par ces groupes armés. Et la conséquence de toutes ces attaques, c'est justement le déplacement et l'arrivée massive de demandeurs d'asile dans les régions du Bunkani et du Djologo. Ces populations étaient en majorité composées de Peuls qui sont déplacés avec leur cheptel de bœufs, mais également d'autres communautés, notamment les Moussins, les Périforts, les Dorossais, les Lobis, les Comanons et d'autres ethnies qui ne sont pas forcément en grande quantité. Et l'arrivée de ces personnes dans ces deux régions est d'autant plus délicate dans la mesure où ces deux régions ont, au cours de ces dernières années, fait la douloureuse expérience d'épisodes de conflits violents. Alors, voir encore des communautés arriver avec tout ce corollaire de risques que cela représente, il va sans dire que le contexte devient suffisamment à risque. Et un autre élément qui justifie cette étude, c'est justement la réticence des demandeurs d'asile à intégrer les sites de transit, notamment celui de Timala au niveau de Bouna. Le troisième justificatif de cette étude, c'est justement parce que ces deux régions constituent les zones d'intervention du projet Résilience pour la paix. Et d'une façon ou d'une autre, il est certain que l'arrivée de ces demandeurs d'asile va affecter la mise en œuvre d'activités, va affecter le contexte. Donc, il était vraiment important de comprendre ce qui nous envoie directement à l'objectif général. Il était vraiment important de comprendre toutes ces dynamiques induites par l'arrivée des demandeurs d'asile, ainsi que les réponses développées par les communautés d'accueil en lien avec les lectures qu'elles ont de ces arrivées et des risques associés à l'extrémisme. Au total, nous avons parcouru 5 localités dans la région du Tchologo. Il s'agit des localités de Kom, Sikolo, Sandala, Kafolo et Legba. Dans le Bunkani, les localités de Bouna, de Repos, Toubo, Bouko, Danois, Bolé et Boviton. Ce sont au total 230, un peu plus de 230 personnes que nous avons rencontrées. Alors, cette étude s'est aussi heurtée à certaines difficultés. La première, c'est le contexte dans lequel cette étude s'est déroulée. La première partie s'est en effet déroulée pendant une période d'urgence et donc il était vraiment difficile d'avoir des entretiens sur ce sujet assez sensible. Et la seconde partie s'est déroulée à la suite de la reprise des arrivées après une période de relative accalmie. La deuxième difficulté, c'est ce que nous avons appelé le devoir de réserve des autorités administratives et autres acteurs institutionnels sur cette situation qui relève
exclusivement du CNS. Et la troisième difficulté qui est justement transversale aux deux premières que nous avons citées, c'est la sensibilité du sujet et le niveau de méfiance des communautés quant au risque d'infiltration parce que on ne savait pas aussi l'identité des personnes avec qui on discutait. La suite de cette présentation sera faite par ma collègue. Elle va vous partager les principaux résultats de cette recherche. Donc, en termes de résultats, le premier point, ce sont les déplacements par anticipation. Parce que pour certaines communautés, il fallait anticiper sur l'idée de se mettre à l'abri. Parce qu'en entendant ce qui s'est passé au nord de leur pays d'origine, ils se sont dit il fallait se mettre à l'abri avant que soit les VDP ou les groupes extrémistes n'arrivent dans leur localité. Le deuxième déterminant de la mobilité, c'est le fait de se déplacer après l'idée du passage des groupes extrémistes ou des VDP dans les localités. Parce qu'à un moment donné, on avait envie de faire basculer toutes les personnes valides dans la défense du territoire. Alors, les gens ont commencé à anticiper sur ce recrutement-là. Et en troisième point, c'est l'idée des VDP de forcer toutes les personnes valides à rentrer dans les forces, notamment les jeunes. Et aussi, ces VDP essayaient de saisir les biens des communautés pour leur propre suivi, parce que le territoire ou l'État ou les autorités administratives n'étaient plus en capacité de prendre toutes ces personnes-là en charge. Le quatrième point, c'est que parmi ces personnes qui vivent dans ces localités attaquées, certains avaient la volonté déjà de se déplacer vers la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont simplement tiré opportunité de la situation pour se retrouver en dehors de leurs frontières, notamment se retrouver dans les villes de la Côte d'Ivoire. Le deuxième résultat, ce sont les logiques qui sous-tendent la configuration des itinéraires de mobilité. Pourquoi se diriger vers telle localité plutôt qu'une autre? Dans un premier temps, le réflexe des demandeurs d'asile, c'était de s'orienter vers les zones géographiques les plus proches. La deuxième configuration, c'est la proximité culturelle ou le lien de parenté. J'ai les mêmes façons de faire que telle localité en Côte d'Ivoire. Pour moi, ce serait la zone idéale pour me retrouver. Donc, les gens se sont orientés parce que géographiquement ou parce que culturellement, ils ont les mêmes façons de faire ou ils ont de la famille dans cette localité. Le troisième point ou la troisième configuration, c'est de chercher à aller vers là où notre activité économique d'origine est acceptée. Si je suis éleveur, je ne vais pas m'hasarder dans une localité où l'agriculture est privilégiée, donc je serai exposé au conflit éleveur-agriculteur. Le quatrième point ou la quatrième stratégie, c'est de se rassurer que les demandeurs d'asile de 2021 ont été bien intégrés dans la localité où on veut s'orienter. Un cinquième élément, c'est d'être sûr que la localité où on veut partir, il n'y a pas de conflit ou de ressentiment intra- ou intercommunautaire dans cette localité. Parce qu'on ne va pas aller reproduire les mêmes choses, ce qui constitue le sixième point. Donc, on vérifie véritablement là où on veut déposer nos bagages pour avoir un temps de quiétude. Cette figure ou cette carte qu'on vous présente, ça résume un peu les préférences géographiques des personnes qui se déplacent ou des demandeurs d'asile selon leur activité économique. Du côté de Bunkani, nous avons vu l'arrivée massive des éleveurs parce que dans ce contexte, l'élevage est propice et on a
de marchés à bétail, notamment au niveau de Bouna et au niveau de Toropo. Donc, pour les éleveurs, c'est la destination privilégiée. Du côté de Kong, Kafolo, on a vu, ou Touba, on a vu l'arrivée des agriculteurs parce que cette localité favorise l'installation ou la prospérité des agriculteurs. Donc, tous ceux qui se sont déplacés, qui sont agriculteurs majoritairement, se sont orientés dans le Tchologo et au niveau de Touba. Vous voyez au milieu une zone en jaune qu'on a appelée la zone tampon. Cette zone tampon n'a pas attiré des personnes parce que ce sont des espaces qui ont fait l'expérience réelle des attaques extrémistes, notamment au niveau de Teini, où on a retrouvé des explosifs sur des tronçons. Tokolokai, celles qui ont fait l'expérience véritable des attaques. Alors, cette zone tampon n'a pas reçu de personnes. Le troisième résultat, c'est la stratégie migratoire des éleveurs demandeurs d'asile. Comment ils se sont orientés, comment ils sont arrivés dans les localités. Premièrement, ils ont anticipé sur l'arrivée des groupes armés. Pourquoi? Parce que leur bétail constitue leur richesse. Et ils avaient envie de mettre ces bétails-là à l'abri. Alors, l'idée pour eux, ça a été premièrement de contacter de la famille du côté de la Côte d'Ivoire pour voir si, là où leurs parents sont installés, ils avaient la possibilité de les rejoindre là-bas et s'installer sans problème. Pour ceux qui n'ont pas de famille du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont essayé d'envoyer des éclaireurs dans des localités de la Côte d'Ivoire pour leur permettre d'identifier des localités propices à leur déplacement. Et lorsque cela est fait et qu'on a des tuteurs ou qu'on a des localités propices, alors on commence des déplacements en masse pour se mettre à l'abri. Mais ça s'est fait de façon méthodique et avec beaucoup de stratégie. Dans un premier temps, les femmes, les enfants et les vieillards prennent un chemin pendant que les jeunes ou les hommes valides suivent le bétail dans des voies de contournement dans les broussailles pour arriver dans les localités de la Côte d'Ivoire. D'où le constat que les déplacés peuls qui arrivaient étaient majoritairement des femmes, des enfants et des vieillards. Et on s'interrogeait où sont passés les hommes valides, où sont passés les garçons peuls. À la vérité, les garçons peuls ont suivi les bœufs ou les troupeaux pour les mettre en sécurité. Le quatrième résultat, ce sont les défis posés par la logique de déplacement. Avec cette logique, tout naturellement, on a assisté à des zones où les demandeurs d'asile se sont rués, où il y a eu une concentration. Vous allez voir qu'au niveau de Bouna, au niveau de Toropo, au niveau de Touba, on a eu beaucoup de demandeurs d'asile dans ces localités. Mais là où il y a eu concentration de demandeurs d'asile, il y a eu forcément des conséquences sur les conditions de vie, notamment la pression sur les infrastructures socio-économiques de base. On nous disait comme ça qu'au niveau de Touba, les femmes qui accouchaient se mettaient à même le sol parce que l'hôpital n'était plus en capacité de soutenir ou de supporter la demande. Il y a de l'eau qui était devenue difficile à obtenir. Il faut se lever tôt, il faut par moment payer, il faut faire des rangs. C'était assez difficile. Donc, il y a une forte pression sur les infrastructures. Même à la rentrée, les gens se demandaient, tous ces enfants déplacés ou demandeurs d'asile qui sont en âge d'aller à l'école ou qui partaient à l'école chez eux, qu'est-ce qu'on allait en faire? Où on allait les mettre? Dans des contextes où il n'y avait pas assez de place, même pour des enfants autochtones. L'autre point ou pression, c'est la compétition ou la pression autour des ressources naturelles. Ceux qui arrivent forcément ont besoin de s'alimenter, ont besoin d'avoir un minimum pour survivre. Alors, ce qui est comme ressource dans le contexte devient compétitif. Et tout naturellement, là où 2, 3, 4 communautés habitent, il y a forcément des grincements. Donc,
comment je dis, la mise en mal, on assiste à la mise en mal de la cohabitation des communautés. L'autre point qui est en lien toujours avec les défis, c'est qu'on a assisté à l'exacerbation de la méfiance entre les communautés d'accueil et les demandeurs d'asile. Les gens s'interrogeaient sur ce que ces personnes-là transportaient. Est-ce que ce ne sont pas des stratégies pour se mettre à l'abri en attendant qu'ils retournent encore combattre chez eux? Donc, la méfiance a commencé à s'agrandir dans ce contexte-là. Et on a assisté à l'introduction de certaines pratiques ou attitudes perçues comme susceptibles d'entrer en confrontation avec les valeurs sociales de la localité. On a vu des contextes où les jeunes demandeurs d'asile ne respectaient pas forcément les consignes des autorités administratives et traditionnelles. Lorsqu'on leur demandait de rentrer, qu'il y avait couvre-feu, par exemple, à une certaine heure, c'est à ces heures-là qu'ils trouvaient propice d'aller faire des randonnées avec des motos. Et c'était devenu assez désagréable pour les communautés d'accueil. Le cinquième résultat, c'est la lecture locale de la présence des demandeurs d'asile en lien avec l'extrémisme violent. Nous savons tous que les demandeurs d'asile ont fui les combats ou les attaques des groupes armés. Alors, lorsqu'ils se retrouvent en Côte d'Ivoire, les localités d'accueil se posent la question si ces personnes-là ne sont pas en train de transformer le nord de la Côte d'Ivoire en base arrière pour lever. Et cette interrogation, cette inquiétude se manifeste énormément au niveau de tout bord. Il y a aussi l'idée que les gens se font de ce que les demandeurs d'asile sont en train de mettre une stratégie d'infiltration ou pour lever. C'est aussi à Doropo que cela est ressorti et à Bouna. Le troisième point en termes de lecture, c'est que les communautés pensent que les gens prennent la situation comme prétexte pour s'installer et pour infiltrer, bien s'installer, pour préparer le terrain et faire ce qu'ils ont envie de faire comme sale besogne. Ça, c'est au niveau de Doropo, de Bouna et de Sikolo. La présence massive des Peuls attise énormément de craintes dans ces localités où les Peuls se sont déplacés massivement. Parce que dans l'imaginaire des communautés, ces Peuls-là sont les personnes les plus indexées dans la situation que leur pays d'origine traverse. Alors, en venant, quelle est leur intention? Et cela inquiète énormément les communautés d'accueil. Il y a aussi le soupçon permanent au sujet de ce que les gens transportent, surtout les demandeurs d'asile. Parce que le système d'enregistrement de ces personnes-là n'est pas systématique. Certaines personnes demandeuses d'asile arrivent, s'installent chez des tuteurs, s'installent dans des maisons et c'est plus tard qu'ils sont enregistrés. Donc, les communautés qui les reçoivent les suspectent de garder ou de camoufler des choses avant leur enregistrement. Ça s'est ressenti à tout bord, aussi à Doropo. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est le niveau de consommation du carburant qui questionne et les autorités administratives et les communautaires. Pour une localité où on n'a que des motos, des engins à 2 roues, à 3 roues au maximum, la consommation du carburant est vraiment inquiétante. Et ça, c'était tout bord à Bolé. Les autorités administratives ont trouvé une stratégie. Il faut prendre une autorisation pour te faire servir en carburant. Mais les gens trouvent toujours des moyens de se soustraire à cette façon de faire. Le résultat 6, ce sont les logiques qui sous-tendent le refus d'installation sur les sites de transit. On se demande
quelles sont ces personnes qui n'ont pas envie de se retrouver sur un site où ils seront assistés à tous les niveaux. Mais ces demandeurs d'asile ont leur lecture de cette situation. Premièrement, ce sont des personnes qui, dans leur contexte d'origine, l'assistanat est mal vu. Seules les femmes doivent être assistées, doivent être entretenues. Pour un homme valide, il est mal perçu que tu sois quelque part et que tu sois entretenu. Donc, pour eux, il est hors de question de se retrouver dans un espace où ils seront entretenus comme des femmes. Le deuxième élément, c'est que certains ont déjà eu des accès à des terres cultivables, donc ils sont devenus autonomes, ils réussissent à joindre les deux bouts. Alors pourquoi quitter un contexte où tu as déjà le minimum pour aller dans les certitudes ou aller très loin de ta localité d'origine? Troisièmement, pour ces personnes, la vie dans les sites de transit est très, très contraignante. Et l'espace n'est pas aussi grand. Donc, ils ne se sentent pas très à l'aise à vivre dans un espace contigu. Le quatrième élément, et qui est peut-être quelque chose qui est plus important pour eux, c'est la cohabitation avec l'ennemi du village d'origine. Ils n'ont pas envie de venir habiter avec celui qui les a obligés à quitter leur terre, leur famille, leur ancêtres. Donc, ils ont du mal à cohabiter avec ceux qu'ils appellent leurs ennemis d'hier. Le cinquième élément, c'est que tous ceux qui sont sur ces sites-là sont déjà étiquetés. Ils sont surveillés comme s'ils étaient des délinquants. Donc, ils n'ont pas envie de se retrouver dans cette forme de suspicion qui ne dit pas son nom. Et un autre élément qu'ils brandissaient qui fait du sens pour eux, c'est qu'ils espèrent que la situation ne perdure pas dans le temps. Donc, ils veulent rester dans des localités très proches de leur village d'origine, de sorte que lorsque la situation va se normaliser, ils puissent aller très rapidement dans leur village d'origine et se rassurer que la crise n'a pas tout emporté. Le septième résultat, ce sont les effets perçus et avérés de l'arrivée continue des demandeurs d'asile ainsi que des restrictions fixées par l'État. Aujourd'hui, on est tous conscients que rester dans son contexte ou dans le village d'accueil te prive de tout ce qui est comme assistance. Donc, il faut aller sur le site de transit. Du coup, les communautés ayant vu cela ont totalement relâché leur système de contrôle sur les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile peuvent venir s'installer sur des sites sans que les gens ne s'inquiètent, sans que les gens ne les interrogent. On ne trouve même pas opportun de les recenser. Le deuxième élément, c'est que les demandeurs d'asile qui ont trouvé des espaces pour s'installer ou des maisons pour s'installer commencent à devenir des tuteurs des nouveaux arrivants. Et ça, sans forcément la caution des tuteurs, des autochtones qui les ont reçus. Donc, chaque demandeur d'asile durablement installé ou anciennement installé se sent dans l'obligation d'accueillir des nouveaux sans informer le tuteur. Il y a aussi cette volonté-là de se mettre en association parce que nous tous, nous le savons, l'arrivée de ces demandeurs d'asile a créé une ruée des ONG et des personnes qui ont envie de soutenir ces demandeurs d'asile. Du coup, les demandeurs d'asile mettent une stratégie en place pour avoir un interlocuteur, de sorte que lorsque les structures voudront s'adresser à eux, ils aient des répondants. L'autre point, c'est la volonté de taire les querelles internes et parvenir à des consensus pour la désignation des chefs. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, de plus en plus, on assiste au bicéphalisme ou à la lutte autour de la question de chefferie.
Mais cette arrivée des demandeurs d'asile a créé un déclic dans certains villages où les gens se sont dit, il est temps qu'on s'asseye et qu'on essaie d'alterner la façon de gouverner de façon traditionnelle, la façon d'accéder à la chefferie. Donc, ils ont mis leur querelle traditionnelle de côté et aujourd'hui, les choses fonctionnent assez bien. Il y a le cas, à côté de ce modèle qu'on pourrait appeler positif, il y a des cas qui sont assez inquiétants, notamment des villages où on assiste à l'affaiblissement total de la gouvernance locale. Le chef est totalement désemparé. Quand on arrive, on ne sait même pas quel est son rôle véritable, qui est son collège de notables et tout ça. Et ça devient difficile. On constate que dans ces genres de localités, l'arrivée ou l'installation des demandeurs d'asile prospèrent. Et là où il faut ouvrir l'œil pour regarder, c'est que nos jeunes commencent à devenir des prestataires de services. Ils trouvent des opportunités à servir des groupes en dehors de la frontière ivoirienne. Peut-être sans mesurer les conséquences, mais c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur dans ces localités. Payer des vivres, rendre des services contre une rémunération. Alors, ce point-là, il faut vraiment regarder pour voir comment on essaie de contenir nos jeunes pour ne pas basculer dans quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser avec le temps. Toujours en termes d'effet perçu, il y a la remise en cause des contrats fonciers dans le Tchologo du fait de la main-d'œuvre bon marché. Pour ces communautés qui accueillent les demandeurs d'asile, c'est une opportunité. Alors, ceux qui ne faisaient pas l'agriculture hier, ceux qui ne faisaient pas l'élevage hier, se disent, il faut récupérer nos terres parce qu'on a des gens à côté qui peuvent travailler pour rien du tout, pour des sommes forfaitaires. Donc, de plus en plus, on remet en cause les contrats qui existent. Et on assiste par moment au départ de personnes qui travaillaient la terre dans ces localités-là, notamment au niveau de Congo, où on assiste de plus en plus au départ des Minyanka. En termes d'économie de captation de rente, il faut dire que les tuteurs ou les communautés d'accueil rentrent dans une forme de stratégie autour de ces demandeurs d'asile. Je vais parler en votre nom auprès de ceux qui viennent vous aider, ou je vais être le point focal auprès de ceux qui viennent vous aider. Et c'est comme ça qu'on développe une manière d'avoir une quote-part dans tout ce que les demandeurs d'asile recevront des personnes généreuses. On assiste aussi à une pression qui ne dit pas son nom sur les ressources naturelles et sur les services sociaux de base. J'en parlais plus haut, l'école, l'eau, la santé, et tout ce qui va avec est devenu difficile à gérer parce que ça ne suffit plus. On a des localités même où on a commencé à mettre en garde les demandeurs d'asile sur leur volonté d'exploiter la ressource naturelle, notamment le ramassage des fruits de qualité. Au vu de cette arrivée massive-là, l'État a décidé de renforcer véritablement le dispositif sécuritaire dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et ça rassure tant bien que mal les populations. On assiste aussi à l'accroissement des migrations vers les régions côtières. Ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller parce que par moments, on se dit, les gens viennent, mais lorsqu'on rentre dans les villages où on reçoit, ou les villes où on reçoit, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de demandeurs d'asile. Où ils sont passés? C'est parce que la plupart sont en transit, ils vont vers Dabakala, ils vont vers Kachula, ils vont vers Boaké, ils vont même vers San Pedro, Man et Touba. Donc, il faut regarder pour voir dans quelle mesure suivre cette trajectoire-là et comprendre jusqu'où ces demandeurs d'asile peuvent aller. Et tout naturellement, face à tous ces mouvements qui se passent
dans notre contexte, dans notre localité, et qu'on ne maîtrise pas toujours les contours, la psychose refait surface avec une note plus élevée, plus accentuée. On a peur de vivre dans le Nord. Résultat 8, les réponses développées par les communautés d'accueil en lien avec les lectures locales de la présence des demandeurs d'asile. Malgré toutes ces difficultés, tout ce qu'on vient de présenter, là, les communautés n'ont pas croisé les bras pour attendre que l'État agisse. À leur niveau, elles ont commencé à mettre des choses en place, à structurer des façons de faire pour essayer d'accueillir leurs frères demandeurs d'asile. Donc, dans un premier temps, il y a eu l'idée d'accueillir et d'installer des éleveurs et leurs cheptels à petite échelle dans différentes localités. On a vu ça au niveau de Bouko, au niveau de Danois, et voilà. Ces communautés-là aussi ont essayé de rechercher des maisons, de les réhabiliter lorsque ce n'est pas habitable et mettre à la disposition des demandeurs d'asile. Tout ça, c'est une façon pour elles de tendre la main et de rendre la vie des demandeurs d'asile un peu plus facile. Mais ils ne se sont pas limités à cela. Ils ont mis des cadres de concertation en place pour qu'ils aient des rencontres régulières, des rencontres inclusives, afin que tout le monde ait son mot à dire et qu'on puisse réduire les défis face à l'arrivée des demandeurs d'asile. Certains villages ont poussé même l'audace loin en faisant des rituels pour éviter que les violations des interdits par les demandeurs d'asile n'affectent leur équilibre du village. On l'a constaté au niveau de Bolé, où des gens ont fait des offrandes aux dieux pour que les demandeurs d'asile puissent utiliser n'importe quel bois comme bois de chauffe et faire tout ce qu'ils peuvent sans que la cohésion ne soit affectée. Et en dépit de toutes ces choses, de toutes ces conditions de promiscuité, les communautés ont maintenu les demandeurs d'asile dans leur ménage. C'est une façon pour elles de les intégrer, mais c'est plus aussi une stratégie de contrôle sur leurs faits et gestes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à cette étude. Et nous sommes tout heureux de partager ce que nous avons pu entendre, ce que nous avons pu voir et ce que nous avons pu comprendre de tout ce qui se passe en lien avec l'arrivée des personnes, des demandeurs d'asile au niveau des localités frontalières du nord de la Côte.